Jean Bocot, bonjour. Bonjour William. Jean Bocot, donc tu es président, comme chacun sait, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tu vis des moments difficiles, un peu en répercussion de ce que vit la profession, puisque la loi Pacte, qui est en cours de processus législatif et qui devrait arriver à un aboutissement au premier semestre 2019, prévoit, entre autres choses, une mesure qui concerne singulièrement les commissaires aux comptes, c'est-à-dire le rehaussement des seuils à partir duquel, de chiffre d'affaires, une entreprise doit obligatoirement avoir un commissaire aux comptes. Et donc ce rehaussement de 3 et quelques millions à 8 millions pourrait avoir comme effet, si elle est votée et si nos craintes se confirment sur le terrain, pourrait avoir pour effet de faire disparaître un quart, un tiers du chiffre d'affaires de la profession de commissaire aux comptes et probablement, mais tu as des statistiques sûrement plus affinées, plutôt des petits moyens cabinets, même si toute la profession sera impactée, mais de façon peut-être plus proportionnellement importante pour des cabinets plus modestes. Donc voilà, est-ce que tu as une idée sur le processus législatif, son aboutissement, etc. Quelles sont tes craintes, tes espoirs, l'action de la compagnie, puis on envisagera après les mesures de remplacement, entre guillemets, qui peuvent être envisagées. Alors, c'est un chantier effectivement très important et qui pourrait nous prendre beaucoup d'heures pour l'aborder. Ouais, je fais le tour d'ailleurs depuis juin de toutes les compagnies régionales et j'arrive à l'avant-dernière, là je sors d'une compagnie, j'arrive à l'avant-dernière demain et c'est chaque fois 1 heure plus les échanges avec les confrères et consoeurs et il y a effectivement une sidération, une colère, enfin toutes les émotions les plus fortes sont ressenties par la profession. Tu disais que je vivais des moments difficiles, c'est toute la profession qui vit un moment extrêmement inimaginable encore il y a quelques mois. On ne pensait pas que ce relèvement interviendrait avec ce niveau que tu as rappelé et surtout avec cette brutalité, cette soudaineté dans la mise en œuvre de la réforme. Tu as évoqué effectivement les pertes d'activité, de mandats, de disparition d'opportunités, de présence dans les petites et moyennes entreprises. C'est une réalité qui va s'imposer à nous si effectivement le projet de loi aboutit. Alors où en sommes-nous ? Assemblée nationale, donc c'est voté. C'est voté pas uniquement en première lecture. Oui, et pas dans les termes que le gouvernement avait initialement retenus, puisque le projet de loi était passé en juin au Conseil des ministres et il était sec. Vraiment, on ne peut plus sec. À l'Assemblée nationale, la commission spéciale s'était projetée sur des possibilités d'apporter des accommodements, des aménagements, un certain nombre de suggestions d'ailleurs proposées par la compagnie et largement reprises et amplifiées et rendues plus intelligentes et plus pertinentes encore par la commission présidée par Patrick de Cambourg, une commission qui a vraiment rendu un rapport très pertinent fin juin, début juillet et qui nous a permis d'avoir un propos encore plus fort. La commission spéciale, finalement, n'avait pas pu faire passer un quelconque amendement. Le gouvernement était resté très raide. Et ce n'est qu'à l'Assemblée plénière, en session plénière de l'Assemblée nationale, qu'enfin, les choses ont un peu progressé dans un certain nombre de registres sur lesquels je reviendrai peut-être plus avant tout à l'heure, qui sont l'audit légal petites entreprises, la présence dans les petits groupes, les attestations et éventuellement encore d'autres éléments. Le vote au Sénat interviendra, d'après nos informations, en février. Le Sénat s'est déjà préoccupé du sujet puisqu'il a déjà lui aussi mis en place une commission spéciale. La commission spéciale ne vient pas uniquement de nous, commissaires aux comptes, elle vient du fait que le sujet est pléthorique. Le pacte embrasse tellement de thèmes qu'il ne pouvait pas y avoir examen par une seule commission, finance ou loi ou autre. Donc, commission spéciale a démarré ses travaux, elle siégera en janvier et le Sénat en séance plénière, ça devrait être donc février. Ce qui veut dire malgré tout qu'on est maintenant dans un calendrier qui devient un peu plus prévisible. Le Sénat, on ne sait pas comment il votera, nous-mêmes nous allons redéposer des amendements. Si le Sénat, puisque le gouvernement a demandé l'urgence sur ce texte pacte, si le Sénat vote finalement sur un texte très très différent de celui de l'Assemblée nationale, ça voudra dire qu'en commission mixte paritaire, ils ne pourront pas converger.
Et à ce moment-là, la parole reviendra à l'Assemblée nationale. On va voir comment cela se passe au Sénat. Donc, on va voir s'il y aura ensuite une commission mixte paritaire qui permet de converger. Et tout ceci nous mène vraisemblablement sur une promulgation de la loi début du printemps. Donc, début du printemps, ça commence le 21 mars. Mars-avril. Donc, assez rapidement par rapport à l'horizon dans lequel on s'inscrit. D'accord. Bon. Donc, je t'épargne de détails sur l'action de la compagnie auprès du législateur, etc. On poursuit en fait et on renforce, au vu de l'expérience qu'on a eue avec l'Assemblée nationale, on renforce l'action de terrain auprès des parlementaires, donc cette fois-ci les sénateurs. On continue le dialogue avec les pouvoirs publics puisque finalement, si les choses se sont un peu décoincées au moment de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a eu, de la part du ministre de l'Économie, enfin, je dirais, après des mois et des mois, au bout de la 6e réunion avec lui, le 19 septembre au soir, nous avons eu enfin un ministre qui a admis qu'il y avait des thèmes sur lesquels il fallait faire bouger le texte. Donc on poursuit bien sûr le dialogue pour que, notamment sur des amendements que l'on souhaite porter au Sénat, il y ait aussi une écoute du pouvoir politique, puisqu'on sait que le pouvoir politique a une vision assez tranchée de la manière dont les textes doivent être menés et qu'il a bien sûr une très large majorité à l'Assemblée nationale. C'est clair, non, mais je crois que les données du problème, tu les as très bien rappelées. Mais alors, comme solution, entre guillemets, parce que rien ne remplacera cette activité, cette présence sociale du commissaire aux comptes dans l'entreprise, cette utilité qui est avérée, sur laquelle on ne reviendra pas. Nous sommes tous convaincus. La mission d'audit simplifié, le commissariat aux comptes simplifié, enfin appelons-le comme on veut, la révision simplifiée, quelle perspective tu vois dans cette proposition? Alors l'audit légal petites entités, qui est le terme retenu désormais par le texte, nous on avait appelé ça à un moment révision légale, enfin peu importe, on est maintenant sur l'audit légal petites entités. Il a d'abord pour présupposer qu'il faut travailler différemment, c'est-à-dire en étant adapté à la taille de l'entité. Donc, entité non complexe suppose une approche proportionnée et consacrée par les textes. C'est le contrepoint un audit is un audit, quoi. C'est un peu... c'est-à-dire qu'un audit est toujours une vérité. Simplement, il faut adapter l'approche à la taille de l'entreprise et surtout à sa complexité. C'est vraiment ça le sujet. Et ce sujet, on le retrouve d'ailleurs dans l'évolution actuelle des textes internationaux. L'IFAC est en train de travailler sur une norme d'audit, entité non complexe. Et il y aura une nouvelle réunion de l'IFAC sur les entités, sur les SMPs, les petites et les SMEs, les petites entités et les petits professionnels, de professionnels de moindre taille que les très grosses structures, au mois de mai prochain, comme il y en avait une en janvier l'année dernière. Tant mieux, parce qu'à 15 ans, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Nous sommes d'accord. Je ferme la parenthèse. Donc il y a des évolutions. Donc ça s'appuie d'abord sur une norme qui doit d'ailleurs être travaillée très vite. Le directeur des affaires civiles et du Sceau, lors d'une intervention qu'il a faite devant le forum du département EIP il y a quelques semaines, a dit, et j'étais au premier rang et Madame Guéguin était à mes côtés, a dit il faudra que vous travailliez d'arrache-pied pour que la norme en question soit prête au printemps, parce que les textes ensuite il faudra les faire travailler et les faire vivre. C'est pas la mer à boire, ça se fait. Ça devrait se faire. Bon, avec les compétences qu'a la compagnie, je le dis avec une totale sincérité, ça devrait pouvoir se faire. Ça devrait se faire. Donc l'audit légal PE, c'est d'abord une approche, c'est aussi un rendu pour faire mieux percevoir la valeur ajoutée de notre mission. Il ne s'agit pas juste donc de donner une certification des comptes, une opinion qui, on peut en plus le regretter, obéit à un format qui aujourd'hui est assez peu compréhensible par nos concitoyens, quels qu'ils soient. Donc c'est une opinion et c'est un rendu sur les observations que l'on a pu avoir en termes de risques. Et notre démarche, notre approche nous permet de voir beaucoup de choses et donc rendre compte à la fois aux chefs d'entreprise ou à des parties prenantes de ce que nous avons pu voir.
Alors, on peut regretter, et nous le regrettons fortement, parce que nous avons milité pour ça, que l'audit légal PE ne soit pas obligatoire. Même le terme légal ne veut pas dire obligatoire. Il veut dire que c'est défini. Inscrit dans la loi. Le cadre est défini, l'approche est définie. En revanche, il peut être obligatoire ou volontaire. Donc, on peut regretter que ça ne soit pas le cas. On peut regretter aussi que le gouvernement n'ait pas souhaité qu'il y ait une période de transition pendant laquelle c'était obligatoire, tout ce que nous avions porté. En revanche, on peut aussi se rendre compte dès aujourd'hui qu'il y a sur notre portefeuille de mandats, il y a un nombre non négligeable de mandats volontaires. On les estime à environ 20 000. 20 000 mandats assumés aujourd'hui par des commissaires aux comptes qui sont sur une base volontaire. Complètement volontaire. Et on a la répartition par rapport à l'importance de l'entreprise. On doit pouvoir l'avoir. Ce serait intéressant. Je prends le point. Ce serait intéressant. Mais donc on a déjà une base. Bon, il va falloir effectivement vendre cette démarche, la promouvoir. Ça va être tout le travail que l'on va mener. Je pense que nous avons un énorme défi devant nous, à la fois vis-à-vis de nos confrères, les emmener dans cette démarche, et aussi vis-à-vis du public, c'est-à-dire asseoir notre rôle de créateur de confiance, qui est si fondamental et qui pourrait disparaître si on laissait effectivement le champ en ruine. Donc là, on a un outil, on a quelque chose, à nous d'y adapter et d'y accrocher une vraie démarche, ce que l'on va commencer à expliquer aux assises dans 15 jours. Et on aura le premier semestre 2019, donc très vite, pour se mettre en route et organiser les choses. Il y a une chose qui va nous aider quand même, c'est qu'il y a, au-delà de l'audit légal PE, il y a la présence dans les petits groupes qui va être articulée par la loi. Et la présence dans les petits groupes se fera à travers l'audit légal PE. Le côté obligatoire de notre démarche dans les entités. Il y aura une partie de l'audit légal PE qui sera obligatoire quand il s'agit d'un groupe. Dans les filiales des petits groupes. D'accord. Donc ça va nous donner aussi une accroche, ça va nous permettre de faire vivre le produit. De légitimer un peu le produit. Et puis il y a une autre chose aussi sur laquelle il faut que l'on travaille d'arrache-pied dans les mois qui viennent, toujours sur cette période, c'est de ne pas considérer que seuls les chefs d'entreprise achèteront ou seront intéressés par la démarche, que toutes les parties prenantes vont devoir se poser la question de mais qu'est-ce qui se passe dans cet environnement où il n'y a plus de commissaire aux comptes demain ? Est-ce que nous, banquiers, est-ce que nous, salariés, est-ce que nous, donneurs d'ordre à un sous-traitant, nous nous satisfaisons du fait qu'il n'y a plus rien. Donc c'est le name and shame dont on parle parfois, c'est-à-dire tu n'as pas de commissaire aux comptes, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas bien, alors que si j'ai un commissaire aux comptes, moi j'ai un commissaire aux comptes, je suis sérieux, etc. Et je joue donc pleinement la carte de la confiance et de la transparence, exactement. Donc je prévois une campagne de pub de la compagnie pour faire honte aux chefs d'entreprise au troisième degré, sinon pas de commissaire aux comptes. Une campagne de pub, nous y travaillons. Je ne sais pas si on fera honte d'entrée de jeu à ceux qui n'auront pas adopté la démarche. Ça sera peut-être la deuxième campagne de pub. D'accord. Mais oui, nous travaillons dès à présent sur quelque chose qui pourrait arriver donc, dès que la loi sera promulguée, parce que le faire avant la loi, ça n'a pas non plus de sens. Non, bien sûr, mais il faut préparer les cartons. D'accord. Bien, bien. Est-ce que, pour terminer sur cette audit petites entreprises, vous avez une étude de marché, enfin vous avez une idée. On ne peut pas comparer la Grande-Bretagne, donc moi j'exclus, on n'a pas la même culture, le même historique par rapport à l'audit, mais est-ce que la compagnie a un moyen d'essayer d'évaluer, je ne sais pas, étude de marché ou quoi, mais l'accueil qui serait fait Alors, à ce jour, je n'ai pas ça. Ce que je peux en revanche imaginer, c'est que d'abord, on ne s'adresse pas uniquement aux 150 000 mandats que nous allons perdre, parce que le tissu des petites et moyennes entreprises en deçà des seuils de 8 millions de chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 2 millions. Si on enlève les artisans, les 3,5 millions de petites entreprises, on enlève environ 1,5 million d'artisans. Donc on a 2 millions et non pas 150 000. Alors, dans les 2 millions, il y a beaucoup de très petites qui ne seront pas intéressées. Mais donc il y a un champ assez large. On a effectivement la volonté de parler de nous et d'instituer dans le paysage clairement la marque commissaire aux comptes, inspirateur de confiance. Enfin, on va voir exactement les termes qu'on va utiliser.
Il y a un autre élément que je cite parce qu'il nous paraît important, c'est que nous espérons, nous avons des discussions avec le gouvernement en ce sens, pouvoir inscrire malgré tout dans le projet de loi adopté après par le Sénat et ensuite par l'Assemblée nationale, une clause de revoyure à 3 ans, ce qui n'était pas encore imaginé par qui que ce soit, et nous aurions l'accord du gouvernement pour introduire un amendement en ce sens. J'espère qu'il va prospérer. Qui pourra s'articuler sur on revient sur la loi. En tout cas, on fait un bilan. En tout cas, on fait un bilan. Première chose, pour voir si effectivement les présupposés libéraux, voire ultralibéraux, qui sont à la base de ce texte, ont du sens dans notre pays, parce que c'est quand même un sujet. Et on peut d'ailleurs observer qu'en Italie, actuellement, de nouveau, on reparle d'abaisser les seuils. C'est reparti. Ça a été remonté pour notre public, ça a été remonté dans le même esprit qu'on veut remonter en France, les seuils, donc disparition de beaucoup de commissariats, mais on veut, quelques années après, pas tellement d'ailleurs, non, pas assez rapidement. On veut revenir dessus et rabaisser les seuils. Ce sont les dernières informations que nous avons. D'où la clause de revoyure que vous essayez d'obtenir et qui semble faire peut-être un premier bilan, parce qu'on ne peut pas partir sur une réforme aussi dramatique à la fois pour la profession mais aussi pour la sécurité financière sans se poser des questions à un horizon de 3-4 ans. Alors, en attendant tout ça, c'est-à-dire le vote de la loi et la revoyure, si jamais la loi était votée dans les mêmes termes que ce qui est prévu aujourd'hui, dans la mission de Cambourg, il y avait des propositions d'attestation au pluriel sur la RGPD, sur la cybersécurité, etc. Comment la compagnie, c'est quand même des choses qui ne sont pas habituelles, ce n'est pas le débit et le crédit auxquels nous sommes accoutumés. Et quelle est la position de la compagnie? Quelle est la préparation de la compagnie éventuellement? Alors la position, nous y sommes très favorables. D'ailleurs, on le retrouvait dans notre livre blanc de mars dernier qui répondait au funeste rapport de l'inspection des finances. Et nous avions des 3 thèmes principaux que nous avions portés, qui étaient une mission de type audit légal PE, la présence dans les petits groupes et les attestations. Parce que nous considérons effectivement que notre expertise, notre savoir-faire, ce n'est pas juste d'aboutir à une opinion à partir de l'approche et de la démarche que nous avons, revue des risques, appréciation de l'environnement dans lequel s'inscrit une entreprise, nous pouvons apporter un regard et donc apporter des attestations. Alors, tu en as évoqué certaines, on peut parler aussi de la cybersécurité, qui est un domaine sur lequel nous investissons beaucoup. Là aussi, aux assises, nous aurons mis en place pour les confrères et consoeurs d'un outil simple, pas un outil pour geek ou pour hyper spécialiste, mais un outil simple d'appréciation des sujets touchant au risque cyber, qui est un sujet majeur. Les délais de paiement, d'autres thèmes alors, qui font plus ce débat parce qu'ils ne sont pas actuellement bien cadrés, comme la fiscalité, mais je ne vais pas détailler. Enfin, il y a tout un ensemble... Fiscalité, danger, mais bon, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Il y a tout un ensemble d'attestations sur lesquelles je pense que la profession peut apporter une vraie valeur ajoutée, articulée ou pas articulée avec l'opinion. Je veux dire par là que pour certaines attestations, elles découleront ou elles viendront en complément de la mission d'audit légal PE ou de commissariat aux comptes que l'on aura pu réaliser. Pour d'autres, elles seront stand-alone ou contractuelles, sans s'adosser à une mission déjà réalisée ou qui vient d'être réalisée. Et c'est effectivement un champ important sur lequel on commence à se préparer. Je parlais de la cybersécurité, on s'y est déjà préparé. Les délais de paiement, je pense qu'on a déjà la matière. Il y a d'autres domaines où ça sera un peu plus compliqué, mais il faut que la compagnie se mobilise et elle a les moyens de se mobiliser. Alors, si on revient au stand-alone que tu viens de prononcer, qui au fond, c'est des missions contractuelles non adossées à la mission légale, puisque jusqu'à notre culture, jusqu'à aujourd'hui, c'est les missions qui sont dans le prolongement de la mission légale, des compléments, mais qui sont cohérents, ces compléments, avec la mission légale, qui l'éclaire, qui l'augmente, qui la sécurise, etc. Se pose aussitôt la question des relations avec l'expert comptable, autrement dit,
jusqu'où la compagnie, jusqu'où les commissaires aux comptes demain pourront aller dans les missions contractuelles sans que ça ne porte préjudice aux bonnes relations avec l'expert comptable, qui évidemment est complètement, lui, à 100% ou quasiment dans les missions contractuelles. D'abord, on est une grande profession du chiffre, donc il ne s'agit pas d'opposer à l'intérieur les deux sous-ensembles. Je pense que les orientations données par le Conseil supérieur sous la présidence de Charles-René Tandé sont très claires, c'est de basculer de plus en plus vers le Conseil. Et ça me paraît effectivement une vocation pour les experts comptables assez porteuse de sens, voire très porteuse de sens. Pour les commissaires aux comptes, il ne s'agit pas de faire du conseil, il s'agit de donner de la confiance, de jouer de son rôle et de son expertise et de s'inscrire dans des missions qui certes peuvent être non plus obligatoires mais contractuelles, mais qui sont toujours autour de donner de la confiance sur des domaines dans lesquels on apporte notre connaissance de l'entreprise ou notre expertise et notre compétence sectorielle ou sur le sujet lui-même. Donc on n'est pas, et on ne sera jamais dans le conseil. On a bien une frontière très claire entre... C'est la fonction atteste. C'est une fonction, effectivement, d'assurance. Alors assurance raisonnable, assurance large. Enfin, on peut ensuite voir toute la palette, notamment sur les attestations, de ce que cela recouvrira. Mais il ne s'agit pas ni de mettre en place, ni de conseiller de mettre en place. On est dans des registres, à mon avis, bien distincts et qui peuvent très bien se compléter. Sur la fiscalité, tu veux dire un mot? C'est encore en état de réflexion ou quoi? Bon, en quoi on fait référence au souhait du gouvernement d'étudier la possibilité d'avoir une attestation fiscale qui serait potentiellement rendue par des commissaires aux comptes, mais pas que. Le gouvernement se pose la question sur éventuellement d'autres prestataires, qui serait uniquement sur une base contractuelle, donc il n'y aurait aucun caractère obligatoire. Donc à la demande de l'entreprise, contractant avec quelqu'un qui pourrait être le commissaire aux comptes. C'est au stade encore, à ma connaissance, de l'exploration, de l'identification de la capacité à faire ou à ne pas faire. Les contacts que j'ai eus, qui sont modestes, parce que ça a été une réunion et un appel téléphonique, donc c'est encore peu de choses. Mais il y a eu en revanche des consultations en région où la DGFiP a fait venir des commissaires aux comptes ainsi que des chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes. Les informations que j'ai, c'est que ceci est une réflexion qui va être menée jusqu'à la fin de cette année, donc jusqu'à fin décembre, et ensuite la DGFiP s'interrogera sur l'opportunité ou non et la capacité à. Donc on en est là, et ensuite sur la déclinaison du contenu de la mission elle-même. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. Nous avons déjà mis sur la table un certain nombre de réflexions et on va revenir encore pour échanger. On en est là, et je n'en sais à ce stade pas davantage. Très bien, Jean Boucaud, merci beaucoup et bon courage. Merci William.